Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis celui qui a bientôt 500 abonnés. Ouais, j'en suis trop fier, je suis trop content. Alors je les ai pas encore, mais je vous avoue que je regarde toutes les 30 secondes. Chaque fois il m'en manque 2 ou 3, je me rapproche, je redescends, je me rapproche. Je crois que je vais attendre un tout petit peu de dépasser les 500 pour vraiment dire ça y est, c'est la fête et tout. Mais je suis aux anges, je suis tellement content. Un an de cette chaîne, voilà où j'en suis et ah là 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 là, incroyable. J'aime bien parce que pour moi, ça veut pas dire grand-chose, mais symboliquement, c'est un chiffre rond. Et bah, on aime bien les chiffres ronds, quoi. Je sais pas si le prochain objectif, ça va être 1000. Alors 1000, je sais pas si je fêtais grand-chose si j'attends le 1000, les 1000 abonnés. Mais ouais, peut-être les 750. Allez, on se fixe à 750 maintenant. Quoique, c'est pas très rond, 750. On va dire 700. Allez, va pour 700. Sans plus tarder, on se retrouve pour un premier bilan pour ce fameux mois de la fantasy, hein, vous savez, ce fameux mois où on est tous challengés de lire je ne sais combien de livres. J'ai bien avancé, j'ai pas été aussi rapide que je le souhaitais, mais j'ai lu quand même un certain nombre de petites œuvres et j'aimerais bien vous les partager dans cette courte vidéo. Voilà, voilà. Je lance le générique et on se retrouve après pour découvrir mes lectures. Je profite généralement de ce fameux challenge fantasy pour m'imposer une lecture de Terry Pratchett. C'est une œuvre immensément connue avec je ne sais combien de tomes, et j'ai toujours eu du mal à rentrer dedans. En tout cas, quand j'ai essayé le tome 1 et le tome 2, ça a été une lecture douloureuse et pénible, mais j'ai pas envie d'abandonner parce qu'on m'a toujours dit ah mais la suite c'est vraiment bien, les autres tomes sont mieux écrits, plus drôles. J'ai donc choisi de lire 3 sorcières de Terry Pratchett. Et c'était pas si mal. C'était pas parfait, c'était pas la grande bidonnade pendant des heures et des heures, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Dans 3 sorcières, on découvre 3 sorcières, comme son titre l'indique. Ah là là, vous êtes venus sur cette chaîne pour en apprendre des choses. 3 sorcières, Mémessire du Temps, Nounou Hogg et Magra Goose si je dis pas de bêtises, qui forment ensemble un coven, qui se sont associées toutes les 3 pour devenir une confrérie de sorcières. Elles ont toutes les 3 des personnalités un petit peu différentes, Mémessire du Temps qui représente un peu la sorcière, j'allais dire, classique, très vieille, très ancienne, très laide, très traditionnelle, entre guillemets, qui représente un peu aussi l'autorité. Magra, qui elle est plutôt la jeune sorcière qui découvre, qui a une vision très stéréotypée de ce qu'est une sorcière et qui aimerait bien convaincre les deux de revenir à ça, de, je sais pas, porter des chapeaux pointus et de jeter des grenouilles dans une marmite. Nounou Hogg, elle est beaucoup plus déjantée, bonne vivante, voilà. Ces trois sorcières se retrouvent au cœur d'un complot terrible puisque le roi du royaume a été assassiné par... est-ce que c'était un membre de sa famille ou simplement un duc, je ne sais plus. Mais heureusement, le fils du roi parvient à être sauvé et se retrouve aux mains des sorcières qui ne savent pas trop quoi faire de ce bébé, donc le remettent à une troupe de théâtre. J'ai été un peu surpris parce que je m'attendais à une œuvre sur des sorcières et je pensais qu'on allait vraiment se concentrer là-dessus. On en parle, hein, elles sont là, elles sont présentes, mais en réalité, la présence du théâtre domine davantage. Et moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était beaucoup plus un livre sur le théâtre qu'un livre sur les sorcières. Alors vous allez rire parce que tous les indices étaient là depuis le début, mais moi, il m'a fallu vraiment arriver presque à la fin du livre pour comprendre que, ouais, en réalité, l'auteur s'inspire des pièces de théâtre de Shakespeare, qu'il détourne, qu'il parodie. Vous avez même d'ailleurs un auteur de théâtre très célèbre, un nain, dans le roman qui s'appelle I Will, je pense qu'on prononce I Will, et donc évidemment que c'est pour William Shakespeare. Les 3 sorcières, c'est une référence aux sorcières dans Macbeth, et toute l'histoire, bien sûr, là encore, reprend les tropes des histoires de Shakespeare, hein. Un roi assassiné fantôme, un duc qui culpabilise et qui s'enferme dans la paranoïa, un jeune enfant qui doit reprendre le destin en main de son père, enfin bref. Tout était là depuis le début et moi je l'ai vu qu'à la fin. C'est pas véritablement un livre de sorcière, je pensais vraiment
qu'on allait se concentrer sur elles. Elles sont présentes, elles sont là et on parle un peu de sorcières, mais c'est vraiment du théâtre. Après, ça reste plus lisible que les premiers tomes, il y a moins de points de vue qui s'alternent de toutes les 30 secondes, on est concentré davantage sur quelques personnages, il y a plusieurs histoires qui se croisent, celle de Magra qui tombe amoureuse du fou du roi, le roi en fantôme, Mémessire du temps qui, elle, a une vision très particulière de la sorcière ne doit pas se mêler de politique, ne doit pas intervenir, et voilà, elle se bloque avec ça, elle veut pas, sauf qu'au bout d'un moment, elle se rend bien compte que le destin les a mis au milieu de toute cette histoire. J'ai trouvé ça drôle par moments, pas tout le temps, moi j'ai l'impression que c'est pas trop mon humour, ou en tout cas, je suis pas très sensible à l'humour de Terry Pratchett. J'ai un peu de mal, mais de temps en temps, il y a des blagues qui me font rire, et pourtant ce sont des blagues idiotes. Là, je sais pas pourquoi, je ris pas tout le temps, et des fois, c'est nul et ça me fait trop rire. À un moment donné, les sorcières veulent aider le jeune fils à retourner dans le royaume, mais elles veulent l'aider indirectement. Donc elles se déguisent en jeune femme qui se promène, enfin jeune femme, non pas en jeune femme, mais juste en femme qui se promène. Je sais plus si elles font de la cueillette ou quoi que ce soit. Et régulièrement, donc le jeune garçon en croise une, et elles ressortent à chaque fois le même discours. Et au bout d'un moment, avec l'effet de répétition, voilà, moi ça m'a fait rire. Tombe toujours sur une vieille femme qui dit « Oh, je suis là pour la cueillette ». À la fin, c'est même plus, elle joue même plus le jeu, c'est bah, « Vous cherchez le royaume, il est par là ». Ça reste amusant, ça reste plaisant. J'ai bien aimé et j'ai envie de lire la suite du cycle des sorcières quand même. J'aimerais bien voir les personnages évoluer, les retrouver. Elles m'ont fait rire, ces 3 sorcières. Et je voudrais en fait un tome où on se concentre peut-être davantage sur elles et moins sur le théâtre de Shakespeare. J'ai trouvé que c'était sympa, que c'était rigolo, mais moi je voulais les sorcières. C'est les sorcières qui me plaisaient davantage. Restons là-dessus. Autre challenge, autre défi. J'ai enfin fini le tome 1 de Prince Captif. Ça, c'était un vrai challenge, un vrai défi, parce que si vous me suivez depuis le tout début, je crois que j'en parle depuis 1 an, et en réalité, c'est une œuvre que j'essaie de lire depuis 7 ans. À chaque fois, je m'y plonge dedans, et à chaque fois, j'abandonne, je referme, ça m'énerve. Et ben là, j'ai terminé Prince Captif. Confetti, fête, ouvrez le champomis, Prince Captif est terminé. Dans Prince Captif, on suit le prince d'Amen, qui se retrouve trahi par les membres de sa cour, qui se retrouve dépouillé de son trône et qui se voit envoyé en tant qu'esclave dans la cour de ses ennemis. Il devient ainsi l'esclave de l'effroyable Laurent, un prince méchant comme pas possible, qui voue une haine pour le pays de Damen et qui va tout faire pour torturer son pauvre esclave. Pas de chance pour Damen d'ailleurs, puisque la cour dans laquelle il débarque, c'est une cour qui ne vit que par le stupre, le vice, et voilà, ça ne fait que youpla boum pendant des pages et des pages et des pages. Et le pauvre, il est confronté à ça, et à devoir tout faire pour survivre dans cette horrible cour. Moi, j'avais énormément de mal avec cette œuvre, justement pour ce point-là. C'est que une grande partie de ce tome, c'est de la copulation, pas toujours très consentante, parfois même avec des jeunes enfants, pour montrer l'ambiance, le danger, le stupre, tout ce que vous voulez, et bien nous faire comprendre que Laurent est très méchant et très odieux, pour bien nous montrer que Damen du coup se met à le détester. Moi à chaque fois ça me plaisait pas. Je trouvais ça un peu glauque parce que je voyais là une forme d'érotisation de la torture, de l'esclavagisme. Il y a, j'en suis intimement convaincu et persuadé, je pense que l'autrice a plongé des kinks là-dedans. Et quand on se retrouve avec des passages où Damen il est attaché, il est soumis, il est contraint à faire tout un tas de choses, ne me faites pas croire que c'est pas aussi une forme de sexualisation, en tout cas, ce n'est pas une forme de kink qui est représentée. Moi, ça me dérange pas, les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Moi, mon souci, c'est que du coup, on essaie de transformer des scènes qui ne sont pas du tout censées être érotiques comme des scènes qui sont censées apporter une forme de plaisir, non pas forcément au personnage, et encore que, mais plutôt
au lecteur, à la lectrice. Je pense vraiment qu'il y a un sous-texte caché et qu'il ne faut pas être trop naïf là-dessus et qu'il y a vraiment un jeu un peu malsain sur dominant-dominé, maître et esclave dans l'œuvre. Ça me dérange parce que, ok, 50 nuances degrés, pourquoi pas, ça fait maintenant, il n'y a pas aucun problème, mais là, on va y mêler justement des enfants, on y mêle des esclaves. J'aurais préféré qu'on reste sur quelque chose de plus classique, de moins trash, voilà. Parce que obliger le personnage principal à avoir des rapports avec des mineurs, attacher le personnage principal et lui faire subir je ne sais quelle horreur, là encore, moi, j'aime pas du tout. Je trouve pas ça très intéressant. Et je trouve qu'il y a des manières plus subtiles de l'évoquer, en fait. Je pense qu'on aurait très bien pu décrire la fameuse cour et on aurait très bien compris pourquoi elle est tordue, vicieuse, tout ce que vous voulez, sans forcément que ce soit aussi explicite. Et c'est pour ça que je soupçonne l'autrice d'avoir transformé un peu ces scènes-là pour son propre plaisir. Sinon, elles n'ont pas vraiment d'intérêt. On peut faire comprendre de plein de façons des choses tordues. Et d'ailleurs, elle le fait. Et c'est ça qui m'a permis de me réconcilier avec l'œuvre, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des choses qu'on comprend. C'est-à-dire que Laurent, c'est un personnage qu'on déteste. Il est horrible, il est affreux. Mais au bout d'un moment, on commence à comprendre des choses que le personnage principal d'Amen ne comprend pas, d'ailleurs, parce que lui, il est moins malin que nous. Mais nous, on le comprend, et du coup, ça nous donne une clé d'analyse qui nous permet de pas pardonner le personnage, mais quand même de mieux l'analyser, de mieux le cerner, et d'arriver à identifier ses réactions. Ça m'a presque donné envie de relire le début, de voir en fait tous les sous-entendus qui sont placés dès le départ. Et là-dessus, je trouve que c'est très bien fait. Et je regrette qu'à côté de ça, pour atteindre ce niveau-là, on doit passer par 200 pages d'Amen nu qui se fait torturer, qui se fait blablabla, etc., etc. Et dès l'instant où on a passé ces 200 fameuses pages-là, je trouve ça plus intéressant. La relation d'Amen-Laurent, comment elle évolue, comment l'un et l'autre commencent tout doucement un peu à se comprendre, tout en se détestant. Et ça, je trouve ça plus plaisant. J'aime beaucoup plus ce jeu de chat et souris que toutes les façons dont Laurent s'amuse à torturer le pauvre Damen. Ça, c'est malheureusement, j'ai l'impression que c'est un trope que j'aime pas du tout. Le classique le méchant, qui est très très méchant avec le gentil, qui lui fait faire n'importe quoi, qui est horrible, mais le gentil qui finit quand même par pardonner le méchant et tomber amoureux de lui. Et ça m'énerve, parce que quand ça va trop loin, vous nous prenez vraiment pour des idiots. Vous croyez vraiment qu'on arrive à se dire « Ah ouais, il avait ses raisons, on lui pardonne. » Et c'est vraiment ses raisons, c'est un passé, un traumatisme, etc. Ça m'énerve, ça j'aime pas et ça m'a saoulé. Mais heureusement, il n'y a pas que ça et il y a d'autres choses plus intéressantes, je trouve. J'aime pas trop non plus cette espèce de volonté de montrer qu'il n'y a pas que des méchants maîtres et il n'y a pas que des esclaves qui ne supportent pas être esclaves. Voilà. Il y a un maître qui est très gentil, qui tombe amoureux de son esclave, comme c'est beau et tout. Et oh là là, ça je déteste, mais vraiment. Et l'esclave qui du coup, oh mon maître, il est gentil, il m'a sauvé, je l'aime. C'est pour ça que je vous dis que ce livre m'agace au plus haut point, parce que c'est pour moi une incompréhension totale de ce qu'est le rapport véritable maître-esclave, et on essaye plutôt de greffer des sentiments romantiques là-dessus, qui, moi, me plaisent pas du tout. Grand suspense. Est-ce que je vais lire la suite ? Eh bien oui, parce que je suis quand même un peu énervé. Je trouve que le tome 1 n'est pas un tome 1, en fait. Il n'y a pas une vraie fin, par exemple, qui justifie de s'arrêter à ce moment-là, et on aurait très bien pu, je pense, le mettre avec le tome 2. Le livre fait 300 pages, il n'y a pas de gros plot twist à la fin ou quoi que ce soit qui justifie que ça s'arrête. À la limite, ça aurait pu être juste une première partie d'un tome, en fait. Je suis un peu resté sur ma faim, j'ai envie de lire la suite, surtout que tout le monde m'a dit « Ça y est, t'as fait le pire, maintenant on va s'intéresser aux intrigues politiques, aux relations. » Et donc là, je suis volontaire, je veux bien me prêter au jeu et continuer de lire tout ça. J'ai intégré une toute petite lecture parmi toutes ces lectures traumatisantes. Sakura, j'arrive jamais à le dire. Sakura, Sakura, chasseuse de cartes, le tome 4.
J'adore cette réédition, vraiment, les couvertures sont sublimes, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. On a la petite carte collector avec Lionel dedans, regardez franchement. C'est un travail merveilleux, surtout par rapport à la qualité des tomes de l'édition d'avant qui est juste immonde, hein, vraiment, je suis désolé. C'est d'ailleurs pour ça que je n'achète pas la suite de Sakura, c'est que je trouve les tomes vraiment laids. Mais alors celui-là, oh, et ça brille et tout, et regardez même la côte, la tranche, la côte. Vous voyez comme je m'améliore avec le temps. Alors, ce tome 4 de Sakura, je dois dire que ça a ramené en moi plein de souvenirs. J'ai pleuré au bout de... au bout de 10 pages à peine. Je me souvenais plus de cet épisode-là. Je sais pas si ça m'avait touché autant quand j'étais gamin. Mais à un moment donné, la petite Sakura va en vacances avec son père. Seulement son père, puisque la mère de Sakura est morte. Et elle se perd un petit peu dans la forêt et trouve un grand et beau manoir. Et elle fait la rencontre d'un vieux monsieur. Le vieux monsieur lui dit, ben, viens chez moi, Sakura. Bon, elle dit oui, hein, on lui a rien appris visiblement. Il arrête pas de lui répéter, ah, tu me fais penser à ma fille, comme tu es belle, mets cette robe, etc. Alors dit comme ça semble très bizarre. Et moi, je trouvais ça tout aussi bizarre, sachant après que Sakura, elle rentre chez elle, et elle dit à son père, ah, j'ai rencontré un vieux monsieur, il m'a fait essayer une robe et tout. Et le père, il dit, ah, mais c'est chouette, tu dois y retourner demain. Le père, franchement, il est pas... On découvre quoi? On découvre que en réalité, à la toute fin, que le grand-père, c'est bien le grand-père de Sakura, et que s'il n'arrête pas de lui répéter qu'elle lui fait penser à sa fille, c'est parce que elle fait littéralement penser à sa fille qui est morte, décédée. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était beau, j'ai trouvé que c'était touchant. Sakura, elle le sait pas. Alors l'histoire est un peu bizarre, mais après on m'a expliqué, en réalité le grand-père, il s'est un peu disputé avec le père, et le père fait un peu une faveur au grand-père en amenant Sakura de manière indirecte, mais j'ai trouvé ça super touchant. Franchement, j'étais en larmes, je m'y attendais pas, je sais pas pourquoi, j'étais fatigué, j'en sais rien, mais c'était vraiment émouvant, j'ai beaucoup aimé. Après, on avance dans l'histoire et on avance sur le passage où Sakura se rapproche de l'épreuve finale. Elle commence à récupérer un certain nombre de cartes et elle va bientôt être confrontée à une terrible menace, mais elle ne sait pas quelle est cette menace-là. Et regardez comme elles sont jolies, ces cartes. Car dans ce tome-là, elle capture, je crois, la lumière et les ténèbres. Regardez-moi comme elles sont belles. Oh, j'adore, ces dessins sont si beaux, magnifiques. Quand j'étais enfant, moi, c'est ce passage, j'adorais ça, c'est-à-dire que chaque épisode, on nous mettait une musique un peu angoissante pour nous laisser planer l'arrivée de l'épreuve finale de Sakura. Et j'avais peur. Bon, moi, je sais ce qui va se passer, mais j'avais hâte. Bon, alors, évidemment, il y a toujours le trope très bizarre du professeur qui est amoureux de son élève. Voilà, de manière complètement random. Dans Sakura, il y a une élève qui est amoureuse d'un prof. Que l'élève soit amoureuse du prof, ok, c'est normal, ce sont des élèves. Mais après, quand elle confie ça au prof, le prof il dit, mais moi je t'aime aussi. Et j'étais, pardon. Et là, dans ce tome-là, à un moment donné, le prof passe et dit à l'élève, oh, mais ta robe est jolie et tout. Et j'étais, mais au secours! Mais que quelqu'un arrête ce type, bon sang! Voilà, donc ça c'est un peu mon gros problème avec Sakura, c'est ce fameux professeur qui, a priori, a une relation avec une de ses élèves de 12 ans, je sais pas, ils sont au collège ou en primaire, enfin... Oh là là, à chaque fois que je vois ce prof, je dis mais arrêtez-le! J'ai appelé la police, bon sang, le laissez pas là! Bref, j'ai hâte quand même de lire la suite et de voir la révélation autour de ce grand méchant. On termine avec du Brandon Sanderson, parce que vous me connaissez bien, si je ne vous parle pas de Brandon Sanderson, je meurs, même si j'arrive jamais non plus à prononcer son nom. J'ai fini le tome 2 du livre des radieux. Oh là 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 là, je l'ai dévoré. Pour le coup, je suis allé très très vite, parce que les points de vue étaient super intéressants, et parce que là, l'action était omniprésente. Contrairement au premier tome du livre des radieux où c'était un peu plus calme, un peu plus tranquille, là le tome 2, il se passe vraiment beaucoup de choses et j'étais tenu en haleine à chaque fois. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? On commence à se rapprocher de la fin du décompte, les personnages sont des situations de plus en plus dramatiques, il y a des rapprochements, j'ai adoré, j'ai bien aimé. Le livre des radieux tome 2, la fin est extraordinaire, il se passe plein de choses, il y a plein de révélations et c'est un peu bim bam boum, oh là là. Mais j'ai pas versé ma petite larme comme je l'ai pu faire dans
la voie des rois. Mais on retrouve tout ce que j'aime dans le livre des Radieux, c'est-à-dire des personnages qui sont bons. Ça, c'est vraiment bien parce que j'aime bien Sanderson qui arrive à rendre ça pas cliché, pas stéréotypé, pas facile. Ils sont pas bons parce que c'est le bon chevalier servant. Ils sont bons parce que ils ont une conscience, ils ont une morale, ils ont vécu des choses. On a Kaladin qui est face à un dilemme pendant tout le tome de savoir ce qu'il doit faire vis-à-vis d'un roi mauvais. Le roi est nul, mais vraiment nul, 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 archi nul. Kaladin le déteste et il doit trouver une solution par rapport à ça. Et elle est loin d'être évidente. J'ai adoré la façon dont tout ça se démêle, les conséquences que ça apporte. Il nous montre vraiment, Sanderson, que faire le bien, être juste, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas le grand cliché du chevalier blanc, mais à chaque fois, on reste impressionné par leur courage, leur façon de faire, et on y croit, on les sent pas immortels, on les sent pas invincibles, on sait que c'est dangereux. Il y a des passages où j'étais tellement inquiet pour ce qui allait se produire, et la fin, il s'est passé quelque chose, alors ça, je ne l'ai pas vu venir, mais il s'est passé un truc, oh là 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 là, alors ça je m'y attendais pas. Je m'attendais à beaucoup de choses, je le dis pas, j'en parle pas, mais oh là là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment ça va être réglé, ce qui va se passer. J'ai même un peu peur, même si j'ai une remarque j'ai une remarque négative à faire. Je suis pas fan des intermèdes ou interludes, je sais plus. C'est-à-dire que le tome est découpé en parties, mais ça il le fait depuis La Voix des Rois. Et les intermèdes ou interludes, pourquoi je ne sais plus, bref, nous permettent de voir des points de vue de personnages qui ne sont pas encore intégrés à l'histoire, qui sont isolés dans leur petit coin, qui font leurs petites affaires. Et j'avoue que c'est pas toujours évident à suivre, c'est pas toujours intéressant, j'ai un peu de mal parce qu'on nous plonge directement dans un monde qu'on ne connaît pas, avec d'autres personnages, d'autres idées, et on est censé un peu s'y attacher en 20 pages. C'est pas très évident. Voilà, j'ai du mal. Ça fonctionne avec certains personnages parce que justement le point de vue est de plus en plus récurrent, mais quand c'est un point de vue unique, je me dis pas ah tiens, c'est ce personnage-là, cool. Je me dis oh, un nouveau personnage, je vais encore rien comprendre. Il a fait quelque chose que j'aime pas trop, c'est qu'on a soudainement le point de vue d'un méchant. Je suis pas très fan qu'on ait le point de vue des méchants, parce que je trouve que ça enlève quelque chose aux méchants, justement. Ça révèle beaucoup de choses, ça enlève du mythe. Et depuis le début, moi qui suis très terrifié par un méchant, je dois dire que maintenant, je le suis un peu moins. Je ne suis pas terrifié. C'est-à-dire que je comprends un peu ce qu'il essaie de faire, je vois comment il veut faire, je le déteste toujours autant, mais c'est plus la même aura. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est important de pas trop révéler les méchants et d'essayer de garder un peu cette ambiance de peur, quitte à la fin, après, à révéler que finalement, il n'était pas ci, il n'était pas ça. On m'a un peu enlevé mon grand méchant. J'aurais préféré que ça reste encore un peu mystérieux ou plus ambigu, je trouve. Vis-à-vis des pouvoirs, ils commencent tous à se développer et ça commence à devenir assez extraordinaire. Et là, vous voyez la créativité de Sanderson pour le système de magie qui s'étend mais complètement. Ça, j'adore, j'aime beaucoup. Les mondes dans Sanderson en termes de système politique sont rarement très complexes, mais par contre en termes de magie, de système de magie, qu'est-ce que c'est intéressant. C'est pas difficile, c'est juste que il y a pas mal de choses, il y a pas mal de pouvoirs, il n'y a pas juste je fais de la magie de feu, je fais de la magie d'eau, je fais de la magie de vent. Non, Sanderson, il réfléchit à quelque chose d'autre, qui donne un petit côté d'ailleurs super-héros. Des fois, quand je lis le livre des Radieux, j'avais l'impression d'être plutôt avec les X-Men ou les Avengers, quoi, que dans la fantasy pure. Mais ça fait du bien. Et en même temps, je pense que Sanderson, il a aussi grandi avec ça, il a aussi grandi avec les comics, et c'est peut-être aussi une partie de son inspiration. J'en sais rien, je suis pas un spécialiste de Sanderson, je le connais pas et je lui ai pas demandé, vous me direz peut-être. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé le livre des Radieux et je vais continuer la lecture avec, je crois, le tome 3 qui s'intitule Justicière. Enfin, oui, c'est ça, le troisième tome, Justicière. Moi, je sais ce que c'est Justicière, hein, et je sais pas ce qui nous prépare par rapport à ça. J'ai hâte.
C'était donc mes lectures pour la mi-mai. On est le 16 mai, il me reste environ 15 jours. J'espère lire encore davantage. Là, j'avance d'arrache-pied. J'ai presque fini un autre roman. J'espère en démarrer un autre. J'avance à toute vitesse comme je peux, même si maintenant que je me suis remis à travailler, là, je vous avoue que je lis 20 pages par jour et je m'endors tout de suite. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave. On va faire au maximum. Il y a un jour férié qui arrive très très bientôt et je vais tout donner. Je vous remercie, comme toujours, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire une vidéo sans vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos remarques, tout ce que vous m'avez dit dans ma vidéo FAQ, mais ça m'a fait tellement plaisir, tellement chaud au cœur, mais merci beaucoup. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, merci pour vos j'aime, vos follow, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir ce que me réserve cette prochaine année. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que je vais faire avec vous et ce que vous ferez de moi, hein, cette pauvre âme qui travaille à votre service et uniquement pour votre simple plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir. Bye bye.